Bonjour Stéphane, bienvenue. Salut Raphaël. Alors, tu es donc le bienvenu dans ce podcast qui s'appelle Self-Invest Talk. Donc, c'est un podcast où j'invite donc des personnalités du monde du trading. Et aujourd'hui, en t'invitant, on fait un petit écart parce que tu n'es pas un expert du monde du trading, Oui, je te mais quelque confirme. chose qui, comment dire, un petit parallèle qui se rapproche beaucoup. Je vais te laisser te présenter. Stéphane, tu es donc coach du Team Pro Winamax. Tu as sorti donc ce livre, Ouais. mais étant donné que, alors peut-être des gens déjà dans notre audience te connaissent si ils jouent un petit peu au poker. Mais je vais te laisser d'abord te présenter et puis ensuite je vais expliquer pourquoi est-ce que je t'ai invité et puis ce que tu vas surtout apporter parce qu'il y a beaucoup de valeur, je crois, que tu vas apporter dans cet épisode. Et si vous voulez aller plus loin, vous pourrez acheter ce livre qui est vraiment une bible pour voilà, avoir des. Ça s'appelle Vous avez les cartes en main et surtout vous allez avoir beaucoup de clés en main pour votre trading au quotidien. Bon, bah déjà, merci, bonjour, je suis ravi d'être là, merci pour l'invitation. Je m'appelle Stéphane Matteux, j'ai 52 ans, je suis donc effectivement, mon job c'est que je suis coach et manager essentiellement du team Winamax, qui est Mm, donc une équipe de joueurs professionnels de poker. Ça fait 15 ans que je fais ça, je mm, fais ça depuis 2010. mm. Je manage des joueurs de poker depuis 2008. Voilà, et puis avant ça, alors moi j'ai eu un parcours assez atypique. Oui, tu as été joueur de J'étais pro joueur de de tennis tennis. professionnel dans ma première vie. J'ai repris les études après ma carrière de tennis, donc sur le tard à 27 ans. Ok, ah ouais. Et puis voilà, et puis la vie m'a amené par un enchaînement de rencontres, de concours de circonstances, voilà, à devenir coach, puis manager, à découvrir le poker, cet univers qui est fascinant. Et voilà, et aujourd'hui, ça fait donc 17 ans que c'est mon métier. Ouais. Ah oui, parce qu'avant les 15 ans de rentrer dans le Team Pro Winamax, tu étais coach d'un des plus gros joueurs de poker français, non? Ouais, j'ai commencé avec Elki, Ouais, Bertrand Gropelier, ouais. qui était lui auparavant une star des jeux vidéo, même de StarCraft. Hmm. Et j'ai rencontré Bertrand. Donc moi, quand j'ai arrêté ma carrière de tennis, je suis parti aux États-Unis pour reprendre les études. Je me suis retrouvé, pareil, par un espèce d'enchaînement de circonstances. Je me suis retrouvé à Las Vegas, en tant qu'étudiant. Et puis j'étais assistant coach des équipes de tennis, c'est ce qui me permettait de financer mes études. Hmm, hmm, Bon, et à Las Vegas, c'est la mecque du poker. Pour ceux qui hmm. connaissent le poker, on sait que que c'est là-bas que ça se passe. En tout cas, c'est vraiment une place centrale. C'est un peu le New Euh, York pour les Ouais, traders, quoi. c'est l'équivalent de New C'est le York Wall pour le Street. trading, je pense, ouais, ou de Ouais. Londres, quoi. Et donc, du coup, voilà, j'ai rencontré, pareil, un peu par hasard, une star du poker qui s'appelle Gus Hansen, Hmm. qui est aujourd'hui, alors c'est assez rigolo parce que je l'ai recruté dans le team Winamax Ouais. 20 ans plus tard. Mais c'est Gus qui m'a fait découvrir le poker. Et puis, voilà, au fil des rencontres, j'ai rencontré donc Bertrand Gropelier, Elki, en 2008. Et c'est avec lui que j'ai commencé ma carrière, en fait, pendant un an et demi, ma carrière de coach, manager et agent de joueurs de poker. Donc, c'est avec lui Hmm. que j'ai démarré cette activité. Ouais. Ok, donc à l'origine, plutôt, enfin, tu étais parti pour être coach, comment dire, mental ou coach sportif des joueurs de tennis. Ouais, à vrai dire, je sais pas, c'est un truc qui m'est venu un petit peu, c'était pas prévu en fait le truc du coaching, c'est un peu une vocation que je me suis découverte du fait que pour reprendre mes études, j'avais besoin de financer ça, Hmm. que bon, ayant été ancien joueur pro, bah, c'était assez facile d'avoir un job de coaching qui me donnait une bourse universitaire aux États-Unis. Et initialement, j'étais pas tellement là-dedans, j'étais plus pour le coup, c'est marrant parce que je m'orientais plutôt vers de la finance, Ok. puisque j'ai fait des études de business et puis du coup, j'ai fait un bachelor en Management Information Systems. Et puis ensuite, j'ai fait un MBA en finance, du coup, à Ok. l'Université de Las Vegas. Et donc, c'est vrai que fin 2005, quand je terminais mon MBA, j'étais vraiment en train de considérer les options, éventuellement même d'aller vivre à New York et de prendre un job de trader, etc. Donc, c'était Hmm. une vraie option. Ok. Mais entre-temps, voilà, j'avais commencé aussi à coacher et puis je m'étais rendu compte que finalement, j'aimais ça et que c'était gratifiant, que je trouvais que j'avais des résultats, que j'aimais aider les autres à progresser, à débloquer des choses et tout ça et à avancer. Et puis voilà, et entre-temps, il y a eu un boulot de business, j'explique dans le bouquin, avant de commencer, de me lancer vraiment là-dedans, parce que c'est Gus le premier qui m'a proposé de le manager. Ok. J'ai décliné ça à l'époque. J'ai pris à la place un job dans l'immobilier à Las Vegas pour un très très gros projet immobilier qui est devenu le Cosmopolitan, qui est un très très gros Ok. hôtel en plein milieu Ok. de Las Vegas Boulevard. J'ai fait ça 2 ans. Et puis le poker, l'idée du poker a germé, a continué. Puis j'ai rencontré Elki. Et puis là, ça a vraiment démarré en 2008. Ouais. Et toi, tu jouais?
Ou... Je jouais, écoute, quand j'ai découvert, bon, j'ai eu la chance, c'est ce que je raconte. Bon, après, je ne veux pas spoiler tout le livre non plus, mais quand j'ai rencontré Gus, moi, je connaissais rien du tout au jeu, hein. Ok. J'étais coach de tennis et puis étudiant à plein temps. Mm. Et puis voilà, j'ai rencontré ce type, Gus Hansen, qui est bon, aujourd'hui une légende du poker, qui était Mm. déjà une superstar à l'époque. Mais moi, je connaissais rien du tout. C'est-à-dire que et puis voilà, on jouait, on est devenus potes parce qu'on jouait au tennis ensemble. C'était un bon joueur de tennis. Mm. Et puis un jour, voilà, un jour, il y a l'anecdote que je raconte, c'est qu'il avait des jetons de casino dans la poche de son short de tennis. Et puis Mm. il a fait tomber des jetons dans un resto après un entraînement de tennis. Et je me suis rendu compte que c'était des jetons de 5 000 $, tu vois. Donc il avait de l'ordre de 50 000 $ dans les poches en jetons, tu vois, Dans son short dans son de short de tennis. tennis. Ah ouais. Et du coup, ça m'a un peu intrigué. Je lui ai dit, mais en fait, tu sais quoi ta vie, ton Qui métier, tue tout en ça, tu fait. fais quoi Et puis voilà, et puis il m'a expliqué, il m'a dit, bah voilà, je suis joueur, maintenant je suis joueur pro de poker, mais il est aussi joueur de backgammon, c'est un gambler, Ok. quoi. Ouais. Et il m'a proposé de venir le voir jouer au poker. Et donc du coup, ben, moi qui suis très curieux, j'ai dit, bah ouais, avec plaisir. Et je me suis retrouvé donc le soir même au Bellagio à regarder, et je ne le savais pas, mais c'était la plus grosse partie de cash game du monde à l'époque. Et Mm. voilà, et ça jouait des sommes. Les types, ils avaient entre, je crois que pour s'asseoir, il fallait avoir minimum 100 000 $, mais ils cavaient, donc la mise initiale, ils posaient entre 100 et 300 000 chacun. Ok. Et puis ça faisait des swings, enfin voilà, il y avait des montants Waouh. astronomiques. Et bon, ça, c'est la première partie de poker à laquelle j'ai assisté de ma vie. Ouais. Mm. Ouais, Voilà, c'est une donc mise. oui, pour répondre à ta question, j'ai appris avec Gus qui m'a enseigné bah, les bases du jeu. Bon, Mm. c'était compliqué parce que lui, il joue toutes les variantes en plus, donc il fallait Ah oui, vraiment oui. traiter beaucoup d'informations. J'ai joué aussi parce que j'ai adoré aussi ce jeu, quoi, cette Mm. discipline, tout ce que ça comporte. Donc j'ai joué à l'époque online pendant quelques années, mais de manière vraiment récréative, hein. Oui, J'avais mon oui. boulot à côté, tout ça. Et puis ensuite, quand je me suis lancé avec Elki en tant que manager voilà, et coach, bon, rapidement, j'ai moins joué parce que bah, voilà, mon activité, l'essentiel de mon activité, c'est avant tout le management et Oui. le coaching, et ça prend beaucoup de temps. Et puis, j'étais pas non plus assez bon au poker pour imaginer en vivre ou quoi que ce soit. Par contre, Ok. voilà, j'ai développé l'activité de management et de coaching de l'autre côté. Ouais. Ok. Et alors, qu'est-ce que fait un coach pour un joueur parce que j'imagine que ça doit être à peu près, et c'est pour ça, raison pour laquelle je t'invite, c'est qu'il y a la frontière entre le trading et le poker, la frontière est très fine Ouais, euh, sur certains aspects, notamment l'aspect mental, mais aussi ouais, psychologie. ouais, Euh, Toi, quand tu coaches certains donc les plus grands joueurs du monde de poker via donc, le Team Pro Winamax, euh, déjà, ce sont des personnalités qui ont déjà fait leur preuve, parce que pour être dans le Team Pro, il faut déjà être ouais, enfin, être pro, ouais. donc avoir fait ses preuves, avoir gagné des tournois, avoir gagné beaucoup, beaucoup d'argent. Alors déjà, d'une part, eux ont besoin d'un coach mental, alors qu'ils ont déjà réussi certaines choses, hein. Ouais. Euh, Toi, quand tu arrives, tu vas pas leur apprendre à jouer au poker, tu vas les aider dans leur mental j'imagine, à traverser plein de périodes, bonnes, mauvaises. Mais qu'est-ce que tu fais concrètement avec eux? Alors, ce que je fais concrètement, alors déjà, pour répondre à ta question, ils sont pas obligés de faire du coaching avec moi, hein. Moi, Ok. mon titre de base, c'est que je suis manager du team. Donc, à ce titre-là, j'ai aussi une vraie grosse partie de mon activité qui est de la gestion du back-office, pardon, du business, tu vois, de la compta, des contrats, voilà, Ok. tout le côté administratif de la gestion du team. Ça, c'est vraiment l'essentiel de mon Ok. temps. Et puis, je propose pour les joueurs qui le souhaitent. Aujourd'hui, bah, j'ai la chance qu'il y en ait beaucoup voilà, qui soient preneurs de ça. Hmm. Effectivement, un accompagnement sur le plan mental. Alors, comme tu le dis très bien, moi, je me prononce en aucun cas sur la technique, hein. Je ne suis Ouais, pas là ouais. pour leur expliquer la stratégie. Je veux dire, les experts de ça, c'est eux. Oui. Moi, je pars du principe que ça, ils savent faire. Ils sont organisés. Ils ont des groupes de travail. Ils travaillent entre eux. Il y en a qui travaillent aussi avec d'autres groupes. Mais bon, chacun s'organise comme il veut pour ce qui est la partie technique stratégique. Hmm. Et moi, je propose un accompagnement pour le coup sur le côté mental. Donc, bah, pour répondre à ta question, alors ça implique beaucoup de choses, hein. Voilà, c'est un peu tout ce que j'ai essayé d'expliquer dans mon livre. Mais il y a énormément de concepts qui sont très transverses en fait et qui s'appliquent à tout le monde, pas seulement les joueurs de poker. Et pour moi, ça commence par. Alors, il y a un exercice dont je parle beaucoup et quelque chose qui est vraiment important, moi, dans ma vision de la performance. C'est déjà de comprendre qui on est soi-même, de commencer Oui. par un peu voilà, un exercice Introspection. d'introspection, Hmm. d'identifier ses valeurs, d'identifier voilà, les choses qui nous motivent, les choses qui peuvent être en conflit avec nos valeurs, par exemple.
notre manière de fonctionner, la manière dont on apprend, la manière dont on perçoit le monde, la réalité, tout ça. Donc là, pour moi, il y a déjà une première couche d'introspection, d'apprendre à se connaître, qui est vraiment fondamentale, à mon avis, Ok. si on veut aller vers de la performance, quel que soit le domaine, hein. Oui. Et puis après, à partir de là, l'autre point qui est de départ, c'est l'objectif, quoi. C'est de déterminer un objectif. Et ça, de la même manière que je le fais avec des joueurs de poker, je fais aussi du coaching avec plein d'autres gens de tous horizons. Oui. Et ça démarre tout le temps par ça. C'est-à-dire Ok. comprendre ses propres valeurs pour un joueur. Pourquoi est-ce que tu joues au poker? Qu'est-ce que ça t'apporte? Pourquoi ça te fait kiffer de jouer au poker? Et du coup, tu joues au poker pour accomplir quoi? Hmm. Déjà, c'est deux questions qui paraissent basiques, Oui, oui, c'est clair. mais qui peuvent Tout le prendre monde se les beaucoup pose de pas, temps quoi. avant de trouver une réponse. Des fois, ça prend un entretien de détermination d'objectifs, ça peut prendre jusqu'à 6, 7, 8 heures des fois. Hmm. On le découpe évidemment, on ne le fait pas d'une traite. Mais déjà, quand la personne a identifié déjà comment elle fonctionnait, qu'est-ce qui est important pour elle, donc c'est le levier de motivation. Généralement, nos valeurs, c'est les leviers qui nous motivent. Ok. Je te donne un exemple au poker que j'ai souvent eu, mais qui n'est pas du tout universel, mais la liberté. Il y a beaucoup de joueurs qui décident de jouer au poker parce qu'ils veulent être libres Oui. financièrement, par exemple. Ils Oui. veulent être autonomes et ils savent que bah voilà, si je gagne de l'argent au poker, j'aurai de compte à rendre à personne. C'est à peu Je près gère pareil pour le trading. je pense que le trading, c'est assez similaire. C'est pour ça que j'amène ça. Donc, si on sait que la liberté, c'est une valeur fondamentale pour soi-même, Hmm. bon, du coup, on sait que c'est ça qui va motiver quand on va essayer de gagner de l'argent parce que ça va nous apporter cette liberté. Oui. Du coup, quand on arrive déjà à mettre ces deux trucs en lien, tu sais que la motivation, elle va être durable Oui, oui, pour oui. performer. Tu vois. Donc Oui. ça, c'est le premier truc. Et ensuite, à partir de là, l'idée, c'est de réfléchir concrètement à qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que c'est mon objectif, qu'est-ce que j'essaye d'accomplir dans mon activité. Est-ce que je joue pour... Donc pareil, moi, je vais prendre des exemples de poker, mais je pense que tu vas Oui, vite faire oui. des parallèles avec ce que vous faites dans le trading. J'ai travaillé avec des joueurs qui voulaient tout gagner, qui veulent gagner des titres, tous les titres. J'ai Ok. travaillé avec des joueurs qui veulent être reconnus comme le meilleur joueur de tous les temps. J'ai travaillé avec des joueurs qui disent, moi, je veux être celui qui aura gagné le plus d'argent de tout le monde. Hmm. Il y en a qui veulent mettre leur famille à l'abri parce que ce qui est important pour eux, c'est de pouvoir subvenir aux besoins de leur famille. Donc, Ouais. tu peux avoir... Oui, Toutes les oui. réponses sont possibles. Hmm. Et moi, mon job, c'est justement d'aider la personne à clarifier À ça, à trouver ça. identifier ça, et ensuite à mettre en place un plan d'action pour y arriver, quoi. Ah oui, ok, c'est intéressant. C'est vrai que quand on trade, l'objectif, c'est, OK, on va investir de l'argent pour faire de l'argent. C'est l'objectif de tout le monde. Mais c'est vrai qu'on ne voit pas un petit peu plus loin. C'est-à-dire que je sais très bien qu'il y en a qui vont vouloir arriver, bon, bah tiens, j'ai 2 heures à consacrer, je vais trader, je vais essayer de gagner. Bon, parfois ça gagne, parfois ça perd. C'est un peu aléatoire. Et puis la prochaine fois que j'ai le temps, je m'y remets, mais je n'ai pas plus d'objectifs que ça. Mhm. Alors, te concernant, c'est vrai que c'est des objectifs vraiment de pro. C'est-à-dire Ouais. que c'est pas, tu ne vas pas coacher celui qui veut jouer de temps en temps et qui veut gagner 100, 200 euros par mois. C'est Alors, ceux je le dont fais c'est le pas. métier. Je le fais pas, mais je pourrais très bien le faire, hein. Je le fais pas parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que bon, bah, mon activité, elle est exclusive avec Winamax aussi, et puis bah, ça prend du Oui, temps, hein, le coaching, etc. Mais ça m'est arrivé quand même d'avoir des objectifs de cet ordre-là. Si par ok. exemple, tu parles de quelqu'un qui dit, moi, je veux faire du trading, mais pour arrondir mes fins de mois, Oui. et j'ai tant de temps à consacrer, bah, ça fait partie de la détermination de l'objectif, déjà Hmm. de se dire, ben voilà, je sais que chaque semaine, j'ai 3 heures, je te dis n'importe quoi, ou Oui. 4 heures à consacrer au trading. Ok. Du coup, dans ces 4 heures, comment je vais m'organiser? Quel niveau de compétence je peux de manière réaliste atteindre? Du coup, à quel type de résultat je peux m'attendre? Parce que tu vois, il y a Hmm. souvent ce truc-là aussi au poker, de gens qui jouent comme ça pour s'amuser, qui sont récréatifs et qui comprennent pas pourquoi ils n'ont pas des meilleurs résultats. Mais en fait, l'explication, elle est assez simple, hein, c'est que mieux tu étudies, plus tu mets de ressources pour étudier, comprendre le jeu, développer tes compétences, plus tu vas être performant. Mais à Hmm. l'inverse, si tu espères gagner, arrondir tes fins de mois, c'est un objectif qui est tout à fait valable, hein. Il n'y a Ouais, pas de ouais, bon ou de ok. mauvais objectif. Ok. Par contre, la question, c'est que du coup, si je sais que je vais faire du trading, mais voilà, 3 heures par semaine, et que mon but, c'est de gagner, j'en sais rien, 300 euros par mois ou 500 euros par mois, alors à partir de là, on peut travailler et mettre en place un plan d'action, tu vois, qui n'est pas du tout le Hmm. même que de dire, j'y vais, je regarde, j'essaye de faire du trading quand je peux, vite fait, on va voir ce qui se passe. Ça va être beaucoup plus compliqué. On peut y arriver des fois avec le Oui, hasard, oui. mais ça va être beaucoup plus compliqué d'arriver vers un résultat concret, quoi. A priori, à long terme, ce sera peut-être un peu moins gagnant parce qu'il y a des statistiques qui sont claires. Nous, les marchés financiers, ils sont très régulés en Europe.
Et une des régulations, c'est de demander aux courtiers comme nous d'afficher sur leur site le nombre d'investisseurs gagnants et perdants. Mhm. En gros, en moyenne, selon les courtiers, c'est un peu variable, mais en gros, on va dire que c'est 80% d'investisseurs perdants, Ok. 20% de gagnants. Ok. Alors, parmi les gagnants, il y en a qui gagnent très peu, il y en a qui gagnent beaucoup, mais voilà, on prend tous les 3 mois, en fait, on regarde l'état de tous les clients et on regarde voilà, combien il y en a qui ont fait plus d'argent et moins Mhm. d'argent. Voilà. Donc, Ok. on arrive globalement avec tous les courtiers réunis, ça arrive à peu près à ça. Ok. Euh, donc, c'est sûr qu'à long terme, on voit bien que ceux qui n'ont pas vraiment d'objectifs sérieux et qui veulent se lancer comme ça pour essayer, s'ils font ça tout le temps, c'est sûr que probablement, très probablement, ils vont échouer. Ouais. Euh, il y a une autre raison, donc c'est un autre sujet dont je voulais parler parce que je trouve que le parallèle est incroyable, c'est le concept de variance. Mhm. Euh, Quand tu joues au poker, il y a des statistiques, tu vas pas tout le temps gagner, même si tu es meilleur que ton adversaire, tu vas pas tout le temps gagner. Dans le trading, tu vas pas tout le temps gagner non plus parce que les marchés sont incertains, ils évoluent en plus, et de toute façon, personne sait dire si le marché va monter ou il va baisser. Ouais. Il a des stratégies qui a des probabilités de réussite, mais ça ne va pas tout le temps marcher. Et en dépit du fait que la stratégie elle est hyper solide et que ça marchait très très bien, parfois ça va rater. Et ça, je sais qu'il y en a qui ragent beaucoup parce qu'ils voient que ça marche tout le temps. Et puis là, comme par hasard, ça marche pas. Ou ils ont fait dans une espèce de backtest sur le passé, ça marchait très bien. Et puis là, ça marche pas trop. Ouais. Euh, et souvent, alors, ils ne remettent pas tout le temps en question, ni leur stratégie. Euh, et souvent, je trouve, ils changent tout. Ils changent le plan. C'est-à-dire que Mhm. ça n'a pas marché une fois, je change tout. Euh, Toi, je sais, dans ton livre, tu expliques comment tu peux, quand tu prépares les joueurs à affronter ce phénomène de variance, Ouais. où il faut un peu accepter, c'est ça, c'est Ouais. accepter que ça peut marcher et parfois pas marcher. Ouais, absolument. Et alors ça, c'est vraiment un sujet très très large parce il y a le côté de l'acceptation, de ne pas Oui, réussir tout le temps, qui effectivement est, comme tu dis, très présent dans le trading. Mais alors au poker, je veux dire, c'est encore plus. Au poker, ils gagnent, je crois que le pourcentage de victoire du team sur les tournois qu'ils jouent, de victoire, de vraiment d'aller au bout, c'est 0,7%, quelque chose comme ça, tu vois. hmm. Donc Ah oui, on est pour le team, pour les pros, quoi. pour gagner, voilà, ça c'est les stats combinés, tu vois. Donc Ok. ça veut dire qu'il faut faire un volume, mais c'est un peu la Oui, même oui. chose pour moi que le trading. Donc, ce que ça veut dire, c'est que l'idée, c'est d'arriver à avoir une vraie vision long terme et une vision avec les grands nombres. Pas une vision de mesurer toutes les semaines est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas. C'est pour ça que je pense que l'important, c'est d'avoir une stratégie qui soit la plus efficiente possible, qu'on soit prêt également quand même à adapter si besoin, mais pas à radicalement changer dès Oui, que ça oui. fonctionne pas pendant une semaine. Parce que ce qui se passe, et c'est la même chose au poker, hein, c'est qu'au poker, la variance, donc l'impact du hasard, il est immense sur un petit échantillon de Oui. main. Dans un sens ou dans l'autre, on peut avoir énormément de chance sur un tournoi ou énormément de malchance. Et du coup, le premier résultat, il a aucune signification. Hmm. Et puis sur 10 tournois, c'est un petit peu plus significatif et quand même pas beaucoup. Et puis quand on commence à arriver à des échantillons de 10 000 tournois, Hmm. 100 000 tournois, 1 million de tournois ou des millions de mains, alors maintenant, le vrai niveau, il commence à se révéler. C'est-à-dire que le vrai niveau du joueur et sa stratégie, sa façon de jouer, ben, on va commencer à comprendre si vraiment elle est gagnante ou perdante. Et moi, Hmm. l'exemple que je prends toujours, c'est si tu lances une pièce à pile ou face, tu la lances 10 fois, des fois, tu vas avoir 3 fois pile et 7 fois face, tu vois, ou Hmm. 2 et 8, quoi. Mais si tu la lances 1 million de fois, tu vas être très, très proche de 500 000 de chaque, tu vois. Et, Oui, oui. et du coup, donc, sur le long terme, la qualité des décisions, ou en tout cas les statistiques et les probabilités, elles vont se rapprocher. Donc, ça veut dire que ton niveau de compétence, il va s'illustrer, en fait, sur le long terme. Donc, ça, c'est vraiment en faveur d'abord développer une stratégie solide, Oui, et puis, une fois qu'on y est dedans, si on s'est mis un objectif à, par exemple, 1 an, eh ben, on fait le point dans 1 an. On peut peut-être faire le point dans 6 mois une fois, oui, mais oui. on ne fait pas le point toutes les semaines parce que surtout quand il y a la variance, comme tu Oui, dis, les oui. marchés qui montent, qui descendent, ça, c'est la meilleure recette pour partir dans tous les sens. On ne va jamais réussir à ancrer quelque Hmm. chose. Et en plus, on ne pourra même pas mesurer dans le temps. Parce que si on change de stratégie toutes les 2 semaines, Oui, on ne oui. sera jamais capable de dire celle-là, elle a marché ou elle n'a pas marché. L'échantillon, il n'est pas suffisant pour mesurer, tu vois. Donc, il y a ce côté aussi de prise de décision. Et c'est vrai que ma vision de ça aussi, c'est que
si sur le long terme, une personne prend de manière générale la meilleure décision, alors il y a aussi un truc à comprendre, c'est que ça n'existe pas une décision parfaite. Quand on essaye de prédire quelque chose qui va se passer dans le futur, par définition, on ne sait pas ce qui va se passer. Je veux dire, Oui, enfin, oui. moi, j'ai rencontré personne qui pouvait me prédire le futur. Ouais. On prédit, c'est pour ça que ça s'appelle une prédiction. On essaye d'imaginer ce qui va se passer et on essaye de prendre la décision qui va nous rapprocher le plus de la chance qu'on atteigne notre objectif. C'est ça qu'on fait avec une décision. Ouais, ouais. Mais du coup, si on fait ça et que de manière récurrente, disons que tu as une décision qui va être 60%, qui va te donner 60% de V, donc un peu plus que la moitié du temps, tu vas gagner un peu d'argent. Eh ben, si tu prends cette décision qui est un peu EV+, j'imagine que vous le dites la même chose en trading, je ne sais pas comment vous Non, non, appelez le ça. V+, c'est pas vraiment un concept qu'on aborde, mais Au poker il parle de EV+, c'est-à-dire qu'une décision EV+, c'est une décision qui, sur le long terme, va soit te rapporter plus d'argent quand tu as la meilleure main, soit t'en faire perdre le moins possible quand tu as la moins bonne main. D'accord? ok, Et donc, si tu prends cette décision-là, dans cette situation-là, à sur chaque un fois. grand nombre de fois, on considère que la décision, elle est EV+, parce que sur le long terme, quand tu auras pris cette même décision 1 million de Ok. fois dans ces situations, eh ben, tu auras gagné de l'argent, tu vois. Et donc, Mhm. c'est ça le but, en fait, des décisions que les joueurs de poker prennent, c'est de prendre la décision qui va, sur le long terme, leur apporter le plus d'argent. Mhm. Sur le long terme. Oui, oui. Parfois, tu as une décision voilà, très ponctuelle, ça peut arriver en tournoi, ça c'est le poker qui veut ça. Tu Mhm. peux te trouver dans des situations avec une main, une décision qui peut valoir des fois des millions de dollars. Donc là, ça modifie un petit peu ça. Mais par rapport à ce que tu dis et ce que vous faites sur le trading, je pense que l'idée, c'est vraiment de prendre du recul et de prendre une perspective long terme avec toutes ces Oui. questions-là et de se dire, si sur le long terme, je prends la plupart du temps une bonne décision, eh ben, je vais avoir le plus de chances de me rapprocher le plus possible de mon objectif. Ouais, et en fait, je pense que ça s'applique encore plus à notre activité parce que, comme tu viens de dire, il y a un, comment dire, il y a un critère dans le poker, notamment dans les tournois, où eh bien, tu dois prendre une décision en début de tournoi. C'est plutôt facile. Une décision EV+, dont tu parles, c'est beaucoup plus facile de la prendre en début de tournoi que quand tu es en table finale ou quand tu Ouais, es quasiment au bord de la victoire. ouais, Ou là, si c'est un petit EV+, tu dis, est-ce que vraiment j'ai envie de tout risquer avec ce taux qui n'est pas si élevé? ouais. Euh, Dans le trading, il n'y a pas ce concept, on va dire, de tournoi. C'est plus, c'est un peu cash game, quoi. C'est-à-dire Ouais. qu'on recommence à zéro tout le On temps, quoi, à rejoue la chaque même fois. main tout le temps, enfin, on rejoue Les les mêmes montants parties tout le temps. peuvent Ouais, augmenter parce que voilà, ils gagnent de plus en plus. Mais bon, in fine, il ne prend pas une décision énorme à un moment particulier. ouais, La décision, enfin, je veux dire, c'est pas toujours non plus linéaire, mais tu as des moments sur les marchés où c'est très volatile. Et donc, c'est dans ces moments-là où c'est peut-être un petit peu plus déterminant, où les marchés sont peut-être plus incertains. mhm, Là, en ce moment, enfin, c'est incertain. Ça a été beaucoup incertain au début quand Trump est arrivé au pouvoir parce que Trump est quelqu'un d'incertain. ouais, Et donc, les marchés détestent l'incertitude, hein. tout à Et fait. donc, plus c'est incertain sur les marchés, plus c'est volatile. Ouais, Et étant donné qu'il est, comment dire, très difficile à anticiper, ce bonhomme, parce qu'il fait des tweets, et donc il fait retourner et il joue un peu avec les marchés. Donc en début d'année, avec les tarifs douaniers, il a fait effondrer les marchés de manière assez violente. Et ils sont rebondis encore de manière presque plus violente. Et aujourd'hui, on est, cette semaine, la semaine dernière, on était sur des plus hauts ouais, historiques, c'est-à-dire depuis toute l'histoire des marchés boursiers. ouais, Donc, peut-être dans ces moments-là, on a des décisions plus difficiles à prendre. ouais, Mais complètement. globalement, et les statistiques le montrent, il y a des études qui ont été faites sur les traders particuliers. On voit que plus la volatilité est élevée, moins ils gagnent d'argent. Ouais, Donc, ce qui veut dire qu'il faut essayer d'éviter les moments volatiles, alors qu'on pourrait imaginer que c'est plus intéressant parce que potentiellement, il y a plus d'argent à faire. ouais. Mais c'est trop incertain, donc en fait, on va parfois, quand on perd davantage. Bref. Donc, Ouais, mais nous, ouais, voilà, il y a quelque chose de plus linéaire dans le trading, donc ça s'applique donc encore plus cette histoire de variance, de faire des statistiques et ouais, de s'y exactement. fier, quoi. Exactement. Alors, il y a deux trucs là qui me font penser. Je sais pas, tu me dis, hein, si, Oui, oui, bien mais sûr, oui, voilà, oui. il y a deux trucs. Il y a la notion d'incertitude. Je voudrais Oui, revenir un petit peu là-dessus. Et effectivement, la notion d'acceptation. Donc ça, j'en parle. J'en ai fait un chapitre entier, cette notion-là, sur l'acceptation, parce que pour moi, un des points centraux de l'acceptation, c'est de se soucier uniquement des choses que nous, on contrôle, c'est-à-dire nos décisions.
Donc, Mmh. dans ce que tu décris là, la volatilité d'un marché ou Trump qui met un tweet ou Elon Musk qui Oui, contredit ou quoi, ça, c'est pas quelque chose que chacun peut contrôler. Il n'y a que Trump qui peut contrôler ça ou oui. Musk. En tant que trader, je pense qu'on peut contrôler comment on va réagir à ça et Mmh. la décision qu'on va prendre. Mais si le lendemain, Trump il rechange d'avis, je veux dire, à moins d'être dans son Oui, réseau personnel et de savoir ce qu'il va faire, on ne peut pas prédire non plus ça. Donc, il y a vraiment ce côté-là qui, à mon avis, qui est important, c'est de vraiment mesurer la qualité de ses décisions par rapport à ce qu'on contrôle nous, pas oui, par oui. rapport aux événements externes que par définition on ne peut pas contrôler, parce que ça c'est de la même manière, c'est la meilleure recette à mon avis pour partir dans le mur et pour justement avoir envie de changer de stratégie complètement parce qu'il s'est passé un truc complètement imprévu. Les trucs imprévus, je veux dire, chacun a sa vision de la vie et de dans quelle mesure on est maître de notre vie. Moi, je crois qu'on est en partie maître de notre vie, mais dans tous les cas, il y a une immense partie de notre vie qu'on ne peut pas contrôler. Les choses qui se passent autour de nous, les gens, les décisions, des événements économiques, des événements politiques, géographiques. Enfin, il y a tout un tas de trucs qu'on ne peut pas contrôler. Et je pense que le point de départ, c'est de se poser la question, OK, qu'est-ce que moi je peux contrôler? L'objectif, ça doit être basé là-dessus, sur qu'est-ce que je peux contrôler. Après, sur l'incertitude, ce qu'on sait aujourd'hui, je suis un grand fan des neurosciences, donc je m'intéresse beaucoup à ça, Mmh. c'est par définition le cerveau humain, quand il y a de l'incertitude, il y a de l'anxiété. Mmh. C'est juste, c'est pas toi ou moi ou qui que ce soit qui regarde là, c'est que par définition, l'incertitude crée du stress et de l'anxiété dans le cerveau humain parce que bah, tout simplement, on essaye de projeter un truc qui va se passer dans le futur et on ne sait pas ce qui va se passer. Mmh. Donc plus il y a d'incertitude, plus il y a d'anxiété. Et ça, c'est quelque chose dont je pense qu'il faut tenir compte vraiment aussi dans les décisions. C'est normal d'être stressé, d'être anxieux quand il y a de l'incertitude. Et effectivement, comme tu dis, je pense assez justement, quand il y a beaucoup d'incertitudes, peut-être que des fois, la meilleure manière, c'est de ne pas trop bouger, Oui. voilà, ou d'être plus conservateur, j'en sais rien. Mmh. Parce que comme tu dis, bah, le risque-reward, il va dans les deux sens, hein. Ouais. Tu peux gagner beaucoup plus, mais tu peux aussi perdre beaucoup plus quand c'est très incertain. Mmh. Mais donc voilà, déjà partir du principe aussi que c'est OK de se sentir, d'être anxieux du futur, et encore plus quand il y a de l'incertitude. C'est juste, c'est comme ça que notre cerveau fonctionne. Du coup, après, la question qu'on peut se poser, c'est, ben, OK, mais qu'est-ce que c'est qui me fait peur alors ici? Donc c'est l'incertitude de quoi? Et du coup, on peut réévaluer ses objectifs. Pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que c'est mon objectif? Est-ce que là, moi, je fais ça pour essayer de faire un carton et de gagner une tonne d'un coup? Ou alors, est-ce que je suis plus sur des petits gains réguliers sur le long terme, etc., etc. Tu vois, Ouais. donc, on est un petit peu tout le temps dans cette dynamique, dans cette adaptation et dans ce réajustement s'il y a besoin de Mmh. l'objectif, de pourquoi on fait ça. Et voilà, en mettant ça dans le spectre de toutes les choses aussi qu'on ne contrôle pas, quoi. Ouais, ouais, c'est clair. Non, mais c'est très intéressant. Alors après, évidemment, ça, c'est des choses, parce qu'en en fait, on n'est jamais trop certain de sa stratégie. Bien sûr. Donc, bon, après, il y a des méthodes. Là, je fais une petite parenthèse sur nos services, notre plateforme où on a des outils pour vous faire tester n'importe quelle stratégie, euh, en gros, la back-tester. Et donc, vous pouvez, sur un horizon de temps que vous décidez, voir, voilà, ma stratégie. Enfin, si j'avais fait ça de la même manière, un peu robotisé pendant 2 ans, 3 ans, est-ce que j'aurais gagné, oui ou non? Si ça vous dit non, la plateforme vous aide à faire en sorte que ça devienne oui, que ça devienne rentable, très rentable, extrêmement rentable. Bref, ça reste de l'historique. Ouais. Mais au moins, tu as déjà une base sur, OK, ma stratégie, elle a fait ses preuves pendant une période de temps. Donc, une fois qu'on a construit ça, on peut déjà être beaucoup plus confiant sur, OK, maintenant j'ai une vraie base de travail, Ouais. je vais essayer de m'y tenir et de travailler là-dessus et de rester focus Ouais. sans changer tout. Et ça, le problème, c'est qu'il y en a, ce que je viens de te dire là, ce que je viens de dire, c'est il y en a très très peu qui le font. Parce que le Mhm. problème, c'est qu'il y a peu de plateformes en fait qui proposent en fait ce genre d'outils où et tout le monde se lance, regarde des vidéos sur YouTube, suivent des formations. Il y a plein de traders aujourd'hui, plus ou moins bons, qui donnent des stratégies en faisant croire que c'est génial. Mhm. Et donc, évidemment, on essaie de suivre, on a l'impression d'avoir compris, on le fait. Et puis, ça peut arriver que ce soit une mauvaise stratégie, par Ouais. exemple, ou tout simplement qu'elle est mal recopiée, et puis surtout que la personne qui, je trouve, l'a montré n'a jamais fait ce travail de dire, voilà, cette stratégie a donné X% Ouais. de résultats Ouais. en moyenne, bref. Euh,
Je ferme la parenthèse. Donc, si les personnes qui suivent cette vidéo utilisent notre plateforme NanoTrader, vous savez que vous pouvez utiliser ce type d'outil pour backtester les stratégies. Parce que je sais très bien qu'il y en a plein qui vont se dire: «OK, super, mais c'est quoi la bonne stratégie?» Bah, on n'en sait rien, mais vous pouvez en tester plein et ce qui va faire, je pense, votre réussite, c'est pas forcément votre stratégie, parce qu'il y en existe franchement des centaines. Et pour utiliser beaucoup notre plateforme et avoir backtesté beaucoup de stratégies, bah, il y a plein de stratégies qui fonctionnent et les mêmes stratégies ne fonctionnent pas. En fait, ça dépend aussi de ta gestion de risque. Ouais. Combien tu vas gagner à chaque fois en moyenne, combien tu vas risquer à chaque fois en moyenne. Et après, c'est la psychologie. Et ce que je vois depuis, moi, ça fait 13 ans que je travaille dans ce secteur. Et donc, j'ai vu évidemment bah, plein de gens perdre. J'ai vu aussi plein de gens gagner et gagner des sommes au moins à la hauteur, voire plus que des grands joueurs que tu as cités, Mhm. les Gus Hansen, Elki, etc. Et donc, en analysant ce que eux faisaient, ils faisaient rien d'extraordinaire, tu vois? Ils n'avaient pas genre des informations d'initiés, ils Mhm. n'étaient pas exceptionnels, d'un point de vue technique. Je crois que ce qui les distinguait, c'est, bah, qu'ils avaient un très, très bon mental, hein. Ouais. Et ça, c'est quelque chose aussi, c'est une question que je voulais te poser, c'est, toi qui fréquentes, enfin qui étais beaucoup avec des grands, grands joueurs, heu, quand tu les, regardes, quand tu parles avec eux, quand tu les coaches, est-ce que tu vois en eux quelque chose un peu différent des autres? Est-ce que tu les trouves qu'ils sont, juste, comme tout le monde? Ou est-ce qu'ils ont quelque chose, tu trouves, un petit peu en plus? Alors ça, c'est une très très vaste question. Je vais revenir donc sur le mindset du champion de la performance. Euh, pareil, c'est OK si je reviens sur ce que Bien tu sûr, ouais, viens ouais. d'expliquer sur la data. Bon, moi, je ne connais pas les outils que vous proposez, ni le modèle. Maintenant, là où je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, c'est que du moment qu'on peut. Alors, aussi, je recommande, alors ceux que ça intéresse et qui aiment lire ou écouter des bouquins en audio, il y a un livre, moi, que je trouve fondamental pour comprendre justement la prise de décision et essayer de prendre des bonnes décisions la plupart du temps. C'est un livre qui s'appelle Système 1, Système 2 de Daniel Kahneman, qui a été Ah prix oui. Nobel en économie, Mmh. qui explique justement comment notre cerveau fonctionne là-dessus sur les prises de décision. Bon, c'est une bible, pour moi, ce bouquin-là. C'est ultra riche de contenu. Mais il y a un truc qui dit, c'est l'importance de la data. Moi, je trouve que c'est fondamental. Et moi, je suis un geek de Pro la data. data. Même pour le poker, moi, je traque en fait tout ce que je peux dans les résultats de mes joueurs et j'essaye de faire des modèles, etc., de comprendre ce qui fonctionne. Effectivement, c'est toujours des analyses de régression on accumule de la data sur la base des choses qui se sont passées. Mais il y a un truc que Kahneman explique super bien, c'est que par définition, aujourd'hui, on sait que quand on est capable de prédire mathématiquement à l'aide d'un modèle, donc ça veut dire qu'on a assez de data pour pouvoir prédire quelque chose mathématiquement, les décisions que ce modèle-là vont donner sont toujours, toujours meilleures que celles du cerveau humain. Mmh. Donc, quand on comprend ça, déjà, pour moi, c'est vraiment un argument en faveur de dire, bah, il faut accumuler le maximum de data, Ouais. arriver à déterminer correctement le modèle. Ça, c'est aussi un autre truc. Il faut savoir déterminer le bon modèle, savoir le lire correctement, etc. Mais si on met tout ça en place et qu'on arrive effectivement à développer un vrai modèle, alors ce modèle-là, ça doit être la base de décision. Quand il est en contradiction avec ce que pense le cerveau humain, il faut se fier aux maths et au Oui. modèle. Tu vois, Oui. donc ça, c'est vraiment le truc que je trouve, enfin, qui était intéressant par Mmh rapport à mh. ce que tu as dit. Ouais, après, sur le mindset, euh, alors, moi, je pars du principe, c'est quelque chose que j'explique dans le livre, c'est quelque chose que j'ai pas compris moi quand j'étais joueur de tennis. Euh, je pensais que le mental, la force mentale, c'était quelque chose d'inné, que c'était comme une capacité à frapper une balle bien au tennis ou moins Mmh. bien, et qu'en fait, soit on était fort mentalement, soit on l'était pas. Mais que les mecs qui étaient pas bons mentalement, dont moi je faisais partie, bah, c'était pas possible qu'ils y arrivent, quoi, tu vois. OK, ouais. Et donc, du coup, moi, j'ai fait ma carrière de tennis un peu avec cette croyance que, en fait, c'était un Mmh. truc inné, que bah, du coup, si tu l'avais pas, dommage, tu avais perdu au loto et puis bah, voilà, tu serais pas plus fort que tu pouvais être. Et puis, en fait, quand j'ai arrêté de jouer et que j'ai creusé mon propre parcours, hein, parce que bon, souvent, c'est un peu ça qui se passe, tu regardes en arrière et puis tu essayes de comprendre, de réparer un peu ton histoire et de te dire où est-ce que ça a merdé, quoi. Et donc, je me suis rendu compte assez vite que voilà, j'avais beaucoup de lacunes au niveau mental de plein de choses, sur la confiance, sur l'acceptation, sur plein de sujets qu'on ne maîtrisait pas bien, où j'avais même pas compris comment ça fonctionnait.
Et puis, plus j'étudiais ça, plus j'ai commencé à modéliser les stars bon, du sport. Moi, j'étais au début dans le tennis, et puis après, j'ai étendu ça aux stars du sport, et puis après, j'ai étendu carrément à tous les gens qui sont excellents dans leur domaine. Hmm. Plus j'ai commencé à voir un certain nombre de facultés que ces personnes-là ont en commun, Mhm. mais qui en fait sont pas innées, qui Ok. sont des trucs qu'elles ont apprises grâce à leur environnement souvent, Hmm. leur entourage, à leurs expériences de vie, au travail, à de l'accompagnement, et que en fait, et c'est ça, et c'est là que moi j'ai vraiment changé complètement ma perspective, c'est que dans le sport, il y a cette notion qu'on appelle la zone ou le flow. Je ne sais pas si tu as entendu parler déjà, où, quand tu joues et que tu arrives à exécuter parfaitement tout ce que tu sais faire de manière complètement fluide. Tu vois, donc Hmm. ça a été étudié, surétudié. Il y a eu des tas d'études comme ça sur les athlètes, quel pourcentage du temps ils sont capables d'être dans la zone. Et tant qu'on n'a pas compris ce que j'ai compris après, et bon, moi, je ne l'avais pas compris malheureusement quand je jouais, la réponse de ça, c'est qu'en gros, les athlètes, ils estiment qu'ils sont dans la zone peut-être 10% du temps. Ça veut dire que Ok. 90% du temps, ils n'arrivent pas à réaliser ce qu'ils savent faire pourtant, mais de manière optimale. Ok. Mais du coup, quand tu regardes les très grands, eux, ils sont dans la zone 90% du temps, à l'inverse. Ah oui, ok. Et alors, tu te dis du coup, mais comment ça se fait qu'il y ait des mecs qui soient capables d'être dans la zone 90% du temps, alors que tous les autres, ils y sont que 10%, et de manière répétée. Oui, oui. Et au bout d'un moment, tu te dis, mais en fait, c'est qu'il doit y avoir un moyen d'y arriver dans la zone comme ça. Oui. Sinon, c'est pas du hasard que les Mhm. mecs, à chaque fois, ils y soient. Et donc, c'est là que j'ai commencé vraiment à me poser toutes ces questions, à me dire, mais c'est quoi les paramètres? Comment on fait pour être capable de mobiliser toutes nos facultés, toutes nos compétences au moment où ça compte, sans être parasité par des problèmes de mental, par des problèmes de confiance, par des problèmes de concentration, etc., etc. Et, et c'est ça, en fait, qui m'a animé. Et je suis arrivé à la conclusion. Alors, j'ai étudié ça, je continue de l'étudier d'ailleurs, hein, c'est vraiment le truc, moi, qui me fascine depuis toute ma vie. J'étudie la performance de haut niveau. Et je suis arrivé à la conclusion que, ouais, que c'était un mindset qu'on peut apprendre. On peut apprendre. Je pense que chaque personne a des dispositions plus ou moins Hmm. importante dans certains des aspects du mental. Il y en a plein, hein. Je veux dire, Ok. j'invite aussi, j'ai travaillé pendant très longtemps avec Pierre Gauthier, qui est coach mental et voilà, on a eu des parcours un peu similaires. On se connaît depuis qu'on est gamin, du tennis, etc. Pierre, il fait du coaching mental depuis des années. Il a développé une méthode qui s'appelle la méthode ACCD, Ok. qui est un acronyme qui liste en fait les paramètres mentaux qui permettent d'accéder à la zone, justement, Ah, très bien. quand on arrive à les maîtriser simultanément. Alors, il y en a certains que j'aborde ici dans le livre, parce que bon, c'est des choses qui ont été étudiées aujourd'hui, dont on est conscient. Mais en tout cas, le truc à retenir vraiment, je pense, c'est de se dire que le mindset du champion, on peut l'apprendre, en fait. Et quand tu Oui. étudies le parcours même des champions et leur propre développement, moi j'ai étudié depuis 20 ans des mecs comme Federer, Djokovic, etc. Et en fait, tu comprends que les types, il y avait plein de trucs où ils n'étaient pas bons au début mentalement, ils n'étaient pas Ouais. compétents. Federer, il était colérique, un truc de dingue. Il a failli arrêter le tennis à 17 ans tellement il s'énervait. Il se faisait disqualifier un tournoi sur deux parce qu'il pétait les plombs et tout Ah ça. oui. Et il a appris à gérer ses émotions, à gérer sa colère. Djokovic, pareil, il y avait des trucs de confiance, il y a des trucs de. Enfin, il y a Hmm. tous ces paramètres-là, c'est un peu. Il faut imaginer que c'est un peu un ensemble de paramètres et que bah, il y en a où on est plus ou moins compétent, mais ceux où on n'est pas aussi compétent que les autres, bah, on peut apprendre. Et Ok. on apprend en modélisant ce que font les meilleurs. Alors après, donc pour arriver à la réponse à ta question, effectivement, les grands champions, pour moi, ils ont ce mode de pensée, donc ce mindset, c'est un mode de pensée qui est commun. Et ceux que j'ai eu la chance de côtoyer ou d'étudier, bah ouais, en fait, c'est assez invariable, en fait, les réponses, tu vois, la façon dont ils abordent certaines situations, la conscience de soi, l'honnêteté intellectuelle, l'objectivité, l'acceptation du résultat, la volonté de progresser en permanence, qui pour moi, ça, c'est le vrai truc ultime, commun à tous, c'est que ceux qui excellent, c'est ceux qui veulent progresser en permanence. C'est ceux qui Hmm. Ok. sont animés par cette envie qui inlassable de progresser, de progresser, Hmm. de progresser. Je veux dire, tu vois, un Djokovic, là, il n'a pas encore fini sa carrière. Bon, il va bientôt finir au tennis. Ouais. Il a 38 ans. Et le mec, il essaye encore de progresser. Il a tout gagné. Il a explosé tous les records de tout ce que tu On veux. se demande. Il joue pas pour ça. Mais parce qu'il joue pas pour ça. Il joue parce qu'il va encore progresser, le mec. Il veut être meilleur. Il veut aller au bout et tant qu'il va jouer,
c'est ça qu'il va essayer de faire. Mais ça, c'est vrai de Jordan, de Ouais, bah, LeBron Cristiano en ce moment, Ronaldo, de LeBron James, ouais, de Messi, ouais. mais à l'époque aussi, où, enfin, tu vois, des grands artistes, des grands musiciens, des grands entrepreneurs. Et ce truc-là, cette envie de progresser en permanence, je pense que si on devait résumer tout Oui, ce oui. que j'ai écrit là en un concept facile à comprendre, c'est celui-là. Après, la question, c'est comment on fait pour progresser mieux et plus vite que les autres. Parce que quand on fait de Oui, la oui. performance, il y a aussi cette notion de concurrence. Mais pour le coup, dans le trading, je ne sais pas si c'est tellement ça. Le but, c'est d'arriver à progresser, à Bah, oui, oui. s'adapter, à être meilleur et du coup à prendre les bonnes décisions, faire les bonnes analyses, les mettre en lien avec ses objectifs, ses valeurs et ces choses-là. Tu Ouais, vois. complètement. Mais si, je pense que mais le parallèle, il est 100% parce que, parce que j'ai écouté aussi un podcast que tu as fait enfin, sur le poker pour le coup, Ouais. en juillet, je crois. Et donc, tu disais par exemple qu'un grand joueur de poker qui s'appelle Daniel Negreanu bah, ne joue plus du tout de la même manière entre aujourd'hui et il y a Évidemment. au tout début où il a commencé. Parce que, et puis on le voit avec le poker en ligne, eh bien, le jeu a évolué, les joueurs sont de plus en plus forts, le niveau est de plus en plus élevé. Euh, la finance, je ne sais pas si c'est de plus en plus compliqué, mais ce qui est sûr, c'est que les marchés ne sont pas du tout les mêmes. Tu as les algos qui sont arrivés et Ouais, donc ont transformé un petit peu le marché. ouais. Aujourd'hui, je pense que la grande majorité des volumes sur les marchés sont faits par des algorithmes, par des robots, trading haute Mhm. fréquence et tout ça. Donc c'est sûr que c'est un environnement changeant. Que avoir une stratégie qui fonctionne pendant 2 ans et s'y fier mais ne rien bouger et ne pas vouloir progresser et l'adapter, a priori, ça ne fonctionnera pas. Ouais. Et ça, c'est un message pour les... parce qu'il y a beaucoup pareil, de sites ou de quoi qui vendent des solutions 100% automatisées où on te dit, voilà, c'est 100% automatique, ça a gagné, enfin, vraiment, on te fait croire des pourcentages, enfin, bon, après, c'est presque un peu de l'arnaque. Mhm. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, souvent, je dis, c'est peut-être ça peut fonctionner, mais je pense que les marchés, étant donné qu'ils évoluent, ça va peut-être marcher un temps, mais à un moment, si le robot ne s'adapte pas aux fluctuations, eh bien, c'est sûr que ça va jamais marcher à long terme. Absolument. Alors c'est pour ça que l'arrivée de l'intelligence artificielle, c'est une bonne chose pour ça, parce qu'on peut adapter un peu les systèmes aux fluctuations des marchés. Donc oui, je pense que le parallèle, il est clair entre les deux activités. Ouais, et d'autant plus aujourd'hui, enfin c'est pareil, ça c'est aussi des choses que j'ai apprises au fil des rencontres et notamment avec des scientifiques et des neuroscientifiques, mais parce que la science, il y a beaucoup de volets de la science qui considèrent que l'intelligence de l'humain, c'est sa capacité d'adaptation justement. Hmm, Et que parce qu'il y a beaucoup de débats sur l'intelligence, tu vois, le QI, l'intelligence oui, émotionnelle, toutes ces choses-là. oui. Et finalement, il y a beaucoup de scientifiques pour lesquels vraiment, on mesure l'intelligence d'un être humain à sa faculté d'adaptation, avant tout. Hmm, Mais ça rejoint un petit peu ce que tu dis aussi, c'est que oui. si on se dit on va faire un modèle et ça va toujours être le même pour essayer d'avoir une stratégie qu'on va implémenter que ça tout le temps, par définition, le monde il change trop vite. Il y a trop Oui, de oui. choses qui changent. Et pour revenir sur les exemples tu vois, de Negreanu ou même des sportifs, un mec comme Federer, quand il a commencé sa carrière, je pense que Roger Federer, quand il a arrêté sa carrière, s'il avait joué contre le Roger Federer quand il commençait sa carrière, mais il lui aurait mis une branlée, mais Hmm, incroyable. Parce qu'il a tellement progressé en 20 ans, parce qu'il a tellement dû justement s'adapter, ouais. réajuster, s'adapter au nouveau matériel, aux nouvelles conditions, aux Hmm, balles, hmm. aux adversaires, à la nouvelle façon de jouer, à tout ça. Ça, c'est un processus qui s'arrête jamais. Et du coup, effectivement, je pense que c'est un mauvais, une mauvaise approche de se dire, je vais trouver un système qui va jamais bouger et que je vais appliquer tout le temps en Oui, oui. espérant que ça va marcher parce que ça va peut-être marcher pendant une période donnée si tout s'y prête, l'environnement s'y prête, Ouais. mais c'est juste impossible que ça marche ad vitam. Moi, j'avais ce problème, moi, en tant que joueur de tennis, c'est que j'ai passé une grande partie de ma carrière à chercher justement un système de jeu, tu vois, qui soit parce que Puis après, être tranquille, notre quoi. cerveau, il est un peu feignant, tu vois, Oui, on a oui. envie de se dire, on va faire un truc, on va faire le copier-coller et vas-y, je vais faire ça tout le temps. Mais ouais, mais ça marche des fois. Et Hmm. puis d'autres fois, ça marche pas. Et surtout, si tu n'es pas prêt à comprendre ce que tu fais et pour être prêt à le réajuster, bah ouais, au bout d'un moment, forcément, tu vas arriver à tes limites avec ce système-là, tu Bah oui, il y a rien n'est trop beau pour être vrai. vois. Ouais, ça c'est clair. C'est la pensée magique de ça marche à tous les coups et on réfléchit pas. Ouais, Et ça, là, y ça a ne pas de marche ça. pas. Ouais. Euh,
Une question m'est venue là, c'est est-ce que tu penses que moi, c'est une réflexion que je me fais, à côtoyer, plein d'investisseurs particuliers, heu, au bout d'un certain temps, heu, j'ai l'impression d'avoir un peu compris, les personnalités, même si, il y a des dizaines et des dizaines et sur même des centaines de gens que je côtoie qui investissent. Juste à parler un petit peu avec eux, j'ai l'impression de savoir s'il va réussir ou échouer, OK. dans le trading. Et puis d'autre part, après en les voyant faire, heu, il y en a, je sais qu'ils sont souvent voués à ne jamais réussir pour des questions un peu de personnalité, de caractère, tu vois, par exemple, l'ego, un peu trop mal placé, Ouais. enfin trop souvent mal placé et ne pas vouloir se remettre en question, des choses comme ça et être, par exemple, des forts caractères un peu têtus qui veulent pas se remettre en question. Heu et donc moi, je me dis qu'il y en a certains, ils sont pas faits, en fait, pour cette activité parce je pense qu'ils y arriveront jamais, même Mmh. s'ils se donnent à fond. Et puis, aussi, j'ai côtoyé des gens très, très bons, dans le côté, technique, connaissent plein de choses, plein de stratégies, plein l'analyse hyper, pointue. Mais quand il s'agit de jouer de l'argent, d'avoir de l'argent en jeu, ils deviennent un peu fous, ils Mmh. savent plus, ils sont plus du tout raisonnables, Ouais. ils sont très gamblers Ouais. et heu et donc jamais ils n'y arriveront et je le voyais, hein, ils perdaient des sommes, Mmh. et je me dis: «Il est trop fort, mais il n'y arrivera jamais». Ouais. Est-ce que toi, tu penses aussi que, il y en a, ils sont pas du tout faits pour ça? Ou est-ce que si ils acceptent de travailler, ils peuvent vraiment inverser un peu Ah leur psy? bah, option 2, 100 du temps. Je Ouais. pense que ce que tu amènes, pour moi, ce que j'entends, c'est que là où toi, tu vois un peu ceux qui vont se mettre dans le mur, c'est ceux qui n'arrivent pas à se remettre en question, en fait. Et pour moi, donc, cette remise en question, elle doit déjà commencer au moment où on détermine l'objectif. Mmh. C'est-à-dire que quand on se fixe un objectif, on se dit, je te dis n'importe quoi, voilà, moi je veux mettre dans le trading et puis je veux avoir gagné 100 000 euros dans 3 ans. Je ne sais pas si c'est... Bon, Mmh. je prends ça juste comme un exemple. Le point de départ, ça va être de se dire, bon ok, je veux avoir 100 000 euros dans 3 ans, déjà 100 000 euros par rapport à quel patrimoine de départ, tu vois? Est-ce que Mmh. j'ai déjà 10 millions et je veux gagner 100 000 ou est-ce que j'ai 50 000 et je veux gagner 100 000 de plus sur les 3 prochaines années? Donc ça, c'est le premier truc. Faire un état des lieux complet et aussi, surtout, commencer par un état des lieux de ses propres compétences. C'est quoi mes compétences aujourd'hui en trading? Qu'est-ce que je sais? Qu'est-ce que je connais? Est-ce que je regarde des vidéos sur YouTube? Est-ce que j'ai des potes qui me donnent des conseils? Ou alors est-ce que j'ai lu des bouquins? Ou alors est-ce que j'ai lu toute la littérature? J'ai déjà expérimenté, j'ai déjà fait des trucs et puis je connais déjà savoir où on en est en termes de niveau de compétences. Ouais. Quand on fait ça, quand on commence de là, donc ça c'est vraiment le point de départ, on pose l'objectif. Généralement, c'est ce qu'on fait en coaching, on détermine le plan d'action. Le plan d'action, c'est-à-dire qu'est-ce qui me manque aujourd'hui pour être là où je veux être dans 3 ans. J'ai besoin de quoi? J'ai besoin de peut-être de discipline, j'ai besoin d'augmenter mon niveau de compétence, ma compréhension des marchés. Voilà, aujourd'hui, il est peut-être à 5 sur 10 et il faudrait qu'elle soit à 8. J'ai besoin de travailler sur la gestion de mes émotions parce que je pars en vrille quand il y a beaucoup d'enjeux, comme tu dis, et puis j'ai une tendance à trop gambler qui me coûte de l'argent. Mais tout ça, tu comprends bien qu'il y a tout ce processus de base qui rentre pour moi dès l'objectif qui est là, la connaissance de soi-même. Et ensuite, effectivement, là, pour moi, ça c'est quasiment une condition indispensable, c'est la capacité de se remettre en question. Parce que Mmh. si on part du principe non, non, mais moi j'ai tout compris, bon bah là tu as envie de moi, enfin moi je travaille pas en coaching avec quelqu'un qui me dit qu'il a tout compris, sinon il viendrait pas me voir pour, Bien tu vois, sûr, bien pour sûr. essayer d'avancer. Donc la notion de base, c'est que la personne doit avoir envie de changer, doit avoir envie de progresser, d'évoluer. Et là, enfin, ça va être vraiment un prérequis, cette honnêteté intellectuelle de, bah, là, dans ce domaine-là, je suis bien, je suis solide, ça va, mais ça pourrait être un peu mieux. Là, par contre, c'est là qu'il y a un danger. Par exemple, encore une fois, les émotions, l'acceptation du résultat, de la variance, de ces trucs-là. Mmh. Là, va vraiment falloir faire un travail. Si on aborde le truc, pour moi, de cette manière-là, avec vraiment cette vision plus périphérique, là, oui, on a des chances que tout le monde soit capable d'y arriver. Mais tu as raison, pour quelqu'un si quelqu'un vient te voir et t'explique déjà ton métier, bon, bah, en Oui, fait, oui. pourquoi il vient te voir? En fait, ça sert à, enfin, tu vois, ou s'il t'explique déjà comment il va faire. Moi, tu vois, j'ai pas de, dans mon métier de coach, je fais que poser des questions. Je donne Mmh. pas de réponse parce que il y a pas je suis pas assez compétent pour donner des réponses. Je peux donner des réponses
sur le métier de coach parce que je fais ça depuis Oui. 25 ans. Donc, si tu me demandes comment ça se passe, je peux te répondre. Mais quand quelqu'un vient me voir avec un objectif de poker, de sport, d'études ou de trading, moi, j'y connais rien de quoi ils parlent. Tu vois. Hmm. Donc, c'est eux qui vont m'expliquer. Par contre, je vais leur poser les questions. Je vais leur dire, mais alors, du coup, tu veux gagner 100 000 euros là, en partant de tes 50 000. Comment tu vas faire? Ça va être quoi comment tu vas faire pour gérer ta bankroll? Et je vais juste poser toutes ces questions, établir ça. Et puis le but, c'est quoi? C'est que la personne, pas moi, la personne commence à réfléchir et à trouver ses réponses, à se dire, ah Aller ouais, mais putain, mais c'est chercher, vrai aller qu'il va trouver falloir un... que si je veux arriver là dans 3 ans, il va quand même falloir passer par là, il va y avoir des fluctuations, il va se passer ça, il va falloir que je travaille là-dessus, est-ce que je donne assez de temps là-dessus, il va falloir que j'étudie, etc. Et après, ça, c'est le plan d'action. Une fois qu'on a déterminé ce plan d'action pour arriver à l'objectif, là, maintenant, le quotidien, il est là, mais au quotidien, ça ne veut pas dire non plus qu'on y va comme un bourrin en mode, ça y est, maintenant je fais ça. Non, on est prêt à se réadapter. Il va y avoir des conditions externes. Il va y avoir Trump, Musk, des tweets, des machins, les marchés, la crypto, tout ce que tu veux. Et ça va bouger. Et donc, il va falloir se réadapter. Mais effectivement, le mot-clé, c'est la remise en question. Ouais, ouais. Non, mais c'est clair que ça, c'est peut-être le travail le plus difficile parce que il suffit. Et je pense qu'au poker, c'est pareil. Quelqu'un a un coup de chance, il a gagné une fois, il se croit invincible. Bah ouais, Et donc, s'il perd une fois, il dit qu'il n'a pas eu de chance. L'autre, c'est la faute de machin. exactement. C'est difficile hein, quand même. C'est un vrai travail quand même de mettre son ego de côté parce que ceux qui arrivent dans le trading, souvent c'est des personnalités qui viennent là pour l'argent. Ils sont assez, comment dire, déterminés. Et puis souvent, ils arrivent avec une certaine réussite professionnelle personnelle, Mhm. donc parce qu'ils ont de l'argent à investir. Et donc, ils sont en réussite, ils arrivent dans une activité où ils sont tout nouveaux. C'est difficile de repartir sur quelque chose où on commence un peu à zéro, on est nul, Bah ouais. parce qu'on a l'impression, en ayant regardé quelques trucs, on se sent intelligent parce qu'on est dans la réussite personnelle. Et donc, de recommencer à zéro et d'accepter qu'on est mauvais, d'accepter que là, c'est de notre faute et tout ça, c'est vrai que c'est un chemin, mais bon, on parcourt tous un chemin différent, mais le trading, c'est ça. Je pense que le poker, c'est pareil, c'est qu'on ne commence pas et du jour au lendemain, ça y est, on gagne tout le temps. Ça, c'est je crois que c'est le chapitre 7 où je parle de ça, sur l'apprentissage et les compétences. Et ce processus-là, il est identique quelle que soit l'activité. Ouais. C'est-à-dire, quand on commence, qu'on fait quelque chose pour la toute première fois de sa vie, ben, on ne sait pas le faire en fait. C'est juste, on Mm. va pas se raconter d'histoire. Si demain, moi, j'ouvre un compte et que j'essaye de faire du trading, je l'ai jamais fait de ma vie, Ouais, ouais. je vais faire n'importe quoi. Mm, mm. C'est obligé. Ça ne veut pas dire que je suis nul, ça ne veut pas dire que je suis con, ça ne veut pas dire que je suis pas intelligent. Ça veut juste dire que j'ai pas cette compétence. Et pour développer cette compétence, eh ben, il faut travailler, il faut Eh oui. apprendre, il faut aller chercher les infos, il faut s'entourer de gens qui connaissent, qui vont pouvoir nous montrer des choses, plutôt que d'aller chercher des outils tout faits, clés en main, qui te promettent monts et merveilles. Ça ne marche pas comme ça. C'est juste, ça marche pas comme ça sur le long terme. Mais effectivement, encore une fois, souvent ça part un peu d'avoir. C'est même pas de l'humilité. Il y a des gens qui appellent ça de l'humilité. Pour moi, c'est Ouais. juste du réalisme. C'est Oui, juste oui. de se dire, bah non, mais en fait, ça, je l'ai jamais fait. Bah, du coup, évidemment que je vais faire n'importe quoi. Mais par contre, je vais faire n'importe quoi, je vais me planter et je vais essayer d'apprendre de chacune de mes erreurs. Et c'est là que je parle aussi de ça dans l'acceptation. Accepter de faire des erreurs, c'est fondamental pour progresser. Il faut en faire plein des erreurs. On ne peut pas progresser si on ne fait pas Ouais, d'erreurs. complètement. Et justement, mais par contre, si on a ce mindset de se dire, bon, bah, ça, je ne sais pas le faire, je vais apprendre, je vais partir de zéro, j'y connais rien, Mm. je vais me planter, je vais me ramasser, je vais me ramasser. Par contre, chaque fois que je vais faire une connerie, je vais me demander, OK, là, qu'est-ce que je peux corriger le coup d'après? Comment je peux le faire mieux? Et ça, et tu vois comment on revient sur le mindset dont je te parlais au début, cette volonté de progresser en permanence, elle passe par ça. Elle passe par se dire, bah, si je veux progresser, là, il faut que j'essaye ce truc-là. Je ne l'ai jamais fait, je vais sûrement rater. Par contre, je vais apprendre de chaque erreur, Mm, chaque mm. défaite, chaque revers, et puis je vais réessayer différemment. Et puis bah, au bout d'un moment, si tu as vraiment cette volonté de progresser, tu vas y arriver. Et puis Ouais. ensuite, tu vas essayer de continuer de progresser. Ouais. Et là, tu arrives avec le mindset du champion, tu vois, et Mm. qu'on peut apprendre à développer. Et quand on atteint le côté vraiment champion, je pense par exemple à deux personnes que tu coaches, qui est Adrian Mateos et Joao. Ouais, Euh, Eux, c'est vraiment des champions. ouais, Et il y a une émission qui est très connue sur Winamax qui est dans la tête d'un pro, où ces champions en fait s'auto-commentent en train de ouais. jouer a posteriori. C'est très très intéressant le concept et j'avoue que j'ai voulu et je veux toujours copier ce Je vais concept pour le essayer de le trading, faire. mais je trouve ça compliqué en fait à le faire, mais j'y pense depuis que ce truc existe. Et, euh, et que c'est vrai quand on écoute les Adrian notamment, je trouve, hein, il a quand même une manière de réfléchir qui se distingue beaucoup des autres pros. Ouais. On sent quand même qu'il y a
quand on l'écoute et qu'on le suit, moi, je trouve ça assez impressionnant, no de par déjà le côté technique, hein. Je trouve qu'il a une intelligence assez exceptionnelle, Mmh. les autres sont aussi, vraiment très, très bons, mais c'est vrai qu'on sent quand même Il y a il y encore a un un peu écart, ouais, ouais. il y a presque Ouais, 2 bah, mondes, Adrian, c'est quoi. le meilleur joueur du monde, hein. Enfin, je veux dire, il est dans le top 3 ou 4 mondial. Il y a déjà des gens qui considèrent que c'est peut-être le meilleur joueur de tous les temps, tu vois. Il a 31 ans, donc Ah oui, ouais. il a déjà ce niveau Ouais, de ouais. Donc oui, oui, et t'as raison, on est effectivement, Joao, c'est un peu le même genre. Joao, il est encore pas autant reconnu qu'Adrian en live, mais sur Internet, c'est aussi un ouais, des tout ouais. meilleurs de tous les temps déjà. Et ce qu'ils ont, je pense, les deux, c'est que quand tu regardes justement un peu l'ensemble de compétences dont tu as besoin pour la force mentale, bah, c'est vrai qu'ils cochent toutes les cases, eux. Ils sont ultra au clair sur ce qu'ils veulent, déjà pour commencer, sur leurs objectifs, sur pourquoi ils font ça, sur leur stratégie. Chacun, alors c'est ça qui est important de dire, c'est qu'ils n'ont pas les mêmes qualités non plus, hein. Oui, C'est des façons, si tu regardes l'émission, tu vois qu'ils réfléchissent pas de la même manière, etc. Ils sont ultra performants évidemment les deux, mais pas forcément avec les mêmes qualités. Là où il y a un truc qui est important d'être dit, si on prend juste l'exemple d'Adrian, tu vois, qui est effectivement, bon, les deux, hein, quand ils sont dans la tête d'un pro, c'est fabuleux, quoi. ouais, ouais. Tu regardes le truc, tu as l'impression que, je pense que ça fait ça aussi peut-être pour le trading, mais dès que tu as fini de regarder le truc, as envie d'aller ouvrir une table et tout, et puis tu te dis, bah C'est ouais, c'est clair, hyper facile. c'est Puis à la clair. troisième main, tu es là, attends, mais qu'est-ce qu'il aurait fait? Ouais, Tu es déjà un ouais, peu perdu. Mais bon, c'est vrai, c'est vrai. ils ont cette lucidité, cette clarté, mais il y a un truc avec Adri qui m'a marqué depuis qu'il m'a dit ça. Ça fait 8 ans maintenant qu'on travaille ensemble. Adri, il a une assertivité dans ses décisions qui est impressionnante. C'est-à-dire que quand il est dans une situation, il a deux options. Il va prendre sans vraiment, sans aucune crainte, la décision qui lui semble être la meilleure. Des fois, c'est Mmh. pas la meilleure, hein, mais quand il prend sa décision, il y va à fond. Il accepte de se rater. Il est complètement OK avec le fait de se rater. Et l'autre truc qui est encore plus impressionnant et qui est en contraste même avec ce que tu entends quand tu l'écoutes parler d'une stratégie qui t'explique là, je fais ça parce que ça, tu vois, je fais ça parce que ABC, c'est que moi, il m'a dit un jour, moi, c'est très simple. Si j'ai une stratégie que j'utilise depuis 2 ans et que ça m'a rapporté de l'argent et que je sais que ça, c'est la stratégie EV, dont je parlais avant, mais que quelqu'un vient me montrer qu'en fait, il y a une stratégie qui est meilleure que celle-là, dans la seconde, j'ai abandonné la première stratégie, je suis passé Ah à la oui. deuxième. Et ça, c'est alors, de nouveau cette force d'adaptation dont je parlais avant, c'est que même un mec comme ça, qui est aussi avancé, qui est probablement un des mecs les plus pointus techniquement au monde, il est capable d'abandonner, tu vois, une stratégie qui a marché pendant un certain temps, mais dans l'instant. C'est-à-dire, tu vois, les humains, on a beaucoup de difficultés, de résistance au changement de manière Oui, générale. oui, Quand on a des patterns, on va avoir tendance à reproduire les mêmes erreurs, les mêmes trucs, ou les mêmes bons comportements d'ailleurs, oui. mais on a du mal à se débarrasser de ça. Lui, cette faculté qu'il a, c'est que s'il y a quelqu'un qui lui démontre par A plus B qu'en fait, il y a une meilleure stratégie que celle qu'il a utilisée, au ballot et on avance avec la nouvelle maintenant, tu vois. Et donc Mmh. ça, c'est aussi cette faculté d'adaptation. Et voilà, après, effectivement, voilà, Adri, il est ultra au clair avec ses objectifs. Il bosse, il sait pourquoi il fait ça. Il sait pourquoi c'est en lien et avec quelles valeurs, avec lesquelles de ces valeurs c'est en lien. Et du coup, ouais, quand tu le vois, tu as l'impression que c'est une autoroute, en fait, tu vois. Et Ah Joao, ouais, c'est un c'est peu pareil, impressionnant. c'est-à-dire que... Mais bon, voilà, moi, j'ai fait ce parallèle déjà il y a quelques temps entre Adri et Raphaël Nadal. Tu vois, pour moi, Adrian, c'est le Raphaël Nadal du poker. C'est un mec où tu as l'impression que c'est tout droit, quoi. Tu vois, tu as l'impression qu'il y a une volonté, il y a une détermination que c'est un bulldozer, le mec, quoi. Tu vois, il va avancer, quoi qu'il arrive, il continue, il est de plus en plus fort, et ça continue, quoi. Moi, j'espère que ça va durer Et encore toi, longtemps, quoi. quand il parle avec toi, qu'est-ce qu'il vient rechercher du coup, quand il est à ce niveau-là? Qu'est-ce que tu arrives à lui Alors, apporter? c'est clair qu'avec des types comme ça, tu vois, le travail, il est pas aussi peut-être approfondi qu'avec certains autres joueurs qui ont besoin de plus voilà, de plus de temps. Mais Adri, on a eu à une époque, je pense que c'était vers 2018-2019, il a eu une période un peu compliquée où il n'avait pas beaucoup de résultats. Et puis bon, le poker, la variance et tout ça, c'était un peu compliqué. Et puis un jour, on s'est posé, on a fait notre premier vrai entretien. Ça faisait peut-être 2 ans qu'il était dans le team, un an et demi. Et puis, on a fait un entretien de détermination d'objectifs, tout simplement, quoi. On a posé voilà, ce que j'ai expliqué plus tôt. Voilà, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu fais ça? On a commencé vraiment à aller dans ce truc-là.
Bon, après, pour l'anecdote, c'est que ça a été un truc de fou parce qu'il était sur un downswing depuis plus d'un an. Et après cet entretien-là, il a refait tout ce qu'il avait perdu en un an en 2 tournois. Il a Ah ouais, gagné 2 tournois de suite. C'était aux Bahamas, là. incroyable. Mais en tout cas, tout ce qu'on a fait, c'est encore une fois, moi, je lui ai rien donné. J'ai fait que poser des questions. Je lui ai dit, mais Hmm. pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qui est important? Quand tu joues bien, qu'est-ce que tu fais quand tu joues bien? Donc, je l'ai amené vers ça. Il a vraiment verbalisé, bah, quand je joue bien, je fais ça, ça, ça. Je ne vais pas dévoiler Ah ouais. les secrets d'Adri ici. Il y a des gens qui étaient très frustrés en lisant le Ça- livre parce qu'ils attendaient à ce que je raconte tous les trucs. Mais c'est lui, en fait, il a juste clarifié les choses qu'il fait quand il fait bien. Ça aussi, c'est un autre concept que j'aborde qui est vraiment important dans le livre, c'est que souvent les gens en coaching, ils viennent te voir ou ils viennent me voir quand ça va pas. C'est-à-dire, ils viennent chercher de l'aide parce que c'est compliqué et qu'ils galèrent et qu'ils sont perdants et que machin et tout ça. Donc évidemment, la démarche, elle est naturelle. Quand ça va pas, tu as envie d'aller chercher de l'aide. Mais moi, mon boulot, c'est pas de comprendre ce que tu fais mal quand ça va mal, mais c'est de comprendre ce que tu fais bien quand ça va bien, tu vois. Et Hmm. c'est vers ça que j'essaye d'amener la personne, et y Ok. compris Adri, et c'est ça que j'ai essayé de faire à ce moment-là. Alors depuis, après, bon, en plus, comme ça, c'est bien goupillé, c'est devenu un peu un truc pas superstitieux, mais tu vois, la routine, elle est cool, tu vois, il sait que voilà, on se pose, on parle une demi-heure, des fois un peu plus, des fois un peu moins, et puis on met juste au clair, ok, c'est quoi les objectifs aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce qui va être important? Je vais avoir besoin de quelles ressources? Est-ce que j'ai besoin d'être concentré? Est-ce que j'ai besoin d'être plus attentif émotionnellement? Enfin, peu importe, ça peut être d'un jour à l'autre, ça peut changer aussi, mais Hmm. c'est juste ça qu'on fait en fait, hein. On met au clair les objectifs et de quoi on va avoir besoin pour être performant aujourd'hui ou demain ou dans 6 mois ou pendant un an, etc., etc. Ok. Voilà. Bon, trop intéressant. Bon, voilà, chers amis, si ça vous intéresse, regarde si on voit bien, vous avez les cartes en main de Stéphane Matteux. Merci beaucoup. Bah, C'était avec hyper plaisir. intéressant. Avec J'espère que plaisir. ça vous a intéressé. Likez, commentez, posez plein de questions, faites ce que vous voulez. Ouais, c'était super. Merci encore. Bah, écoute, j'espère que les auditeurs ou les spectateurs pourront faire des parallèles avec leur propre activité, mais Ouais. je pense que ouais, il y en aura forcément. Hmm. Mais, Est-ce que, dernière petite question, est-ce que imagine, il y a 500 commentaires, comment est-ce qu'on fait pour se faire coacher par ce monsieur? ouais, non, C'était j'aimerais pas bien encore dire prêt. oui, j'ai pas trouvé alors, en vrai, ce livre-là, ça a été, bon, je t'expliquais un petit peu, c'était pas du tout un projet prémédité. J'ai eu l'honneur d'être contacté par les éditions Michel Lafon qui m'a demandé d'écrire ce livre. J'ai adoré d'abord l'expérience, voilà, de faire ça. Et surtout, je me suis dit, bah, pour la première fois, ce qui est cool avec ce livre, c'est que justement, je peux m'adresser à un beaucoup plus grand nombre de gens Hmm. potentiellement que juste les joueurs en one-to-one avec qui je bosse depuis toujours. Alors moi, j'adore hein, faire ça, le coaching et tout, mais c'est vrai que ça, c'est génial comme vecteur de te dire, bah, en fait, ouais, au moins les gens, ils peuvent un peu comprendre comment je travaille Hmm. et je peux faire passer des messages à une échelle beaucoup plus large. Malheureusement, ouais, j'aimerais avoir trouvé, je désespère pas un jour de trouver peut-être avec l'IA, tu vois, un moyen Ouais, ouais. de créer une Oui. plateforme où il puisse y avoir du coaching comme ça. Hmm. Mais c'est vrai quand même voilà, je pense que quand on est vraiment sur de la performance, il y a besoin que ce soit du one-on-one. Et le one-on-one, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, je veux dire que ce Ouais, soit ouais, c'est pour le clair. coaché ou pour le coach. Donc la réponse, malheureusement, non, à ce stade, j'ai pas Pas le encore. temps, peut-être un jour, peut-être, mais pour l'instant, j'ai pas encore trouvé la Bon, voilà. solution, Donc, quoi. vous avez le livre. Déjà, c'est un bon premier, une bonne première approche pour du coaching. Parce qu'il y a, franchement, il y a beaucoup de clés, il y a beaucoup de clés, des réponses. Il y a des questions posées, donc vous pouvez chercher vous-même vos réponses pour essayer d'être un meilleur trader ou joueur. Voilà. Merci Stéphane, à bientôt. Merci à toi. Bonne chance à vous. Merci beaucoup.